Eleutherian Mills, ce nom ne dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, il évoque à la fois une dynastie qui a littéralement façonné l'industrie américaine, mais il cache aussi un passé industriel d'une dangerosité extrême. On va plonger ensemble sur les rives du Brandywine Creek pour une histoire de poudre à canon, d'ambition et de péril constant. Alors, pour bien comprendre cet héritage, on doit d'abord se transporter là-bas, sur les rives du Brandywine Creek, dans le Delaware. C'est là qu'une entreprise révolutionnaire a vu le jour. Mais attention, c'était aussi un endroit où le danger était, il était partout, tout le temps. Le feu, les explosions et les débris volants mettent le courage à l'épreuve. Cette phrase, elle résume tout. La vie au moulin, c'était ça. Une réalité brutale. La menace d'une explosion, c'était une compagne de tous les jours. Et personne n'y échappait, hein. Ni les ouvriers, ni même la famille fondatrice qui habitait juste à côté. Ce qui est vraiment frappant, c'est la fréquence de ces accidents. Regardez bien ce chiffre. 288. C'est pas rien. C'est le nombre d'explosions qui ont été enregistrées pendant toute la durée de vie des moulins. Faites le calcul. Ça fait plus de 2 par an, en moyenne. Une statistique qui donne vraiment le vertige. Et derrière ces chiffres, bien sûr, il y a le coût humain. Un coût énorme. Parmi les pires tragédies, il y a eu l'explosion de 1818. Particulièrement dévastatrice, elle a coûté la vie à 34 personnes. Imaginez le choc pour toute la communauté. Ça explose de temps en temps, et alors? C'est une petite note écrite à la main par un ouvrier sur une photo. Et ça en dit tellement long. Ces quelques mots, ils montrent une sorte d'acceptation, presque glaçante, du danger. C'était devenu une partie du quotidien, du travail, une réalité presque banale. Alors, ça nous amène forcément à la question clé. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait de bâtir non seulement une entreprise, mais aussi sa propre maison, dans un endroit aussi instable? Face à un danger aussi constant, aussi mortel, qu'est-ce qui a bien pu les motiver? Eh bien la réponse, on la trouve dans l'histoire du fondateur. Pour comprendre cette motivation, il faut qu'on s'intéresse à l'homme derrière tout ça, l'homme derrière les moulins. Éleuthère Irénée Dupont. Et il faut découvrir la vision qui l'animait. Alors, Élie Dupont, ce n'était pas un entrepreneur comme les autres, loin de là. C'était un immigrant, un réfugié politique qui avait fui la Révolution française. Mais il avait une formation absolument unique. Il avait été l'apprenti du très grand chimiste Antoine Lavoisier, qui n'était autre que le directeur de l'industrie française de la poudre à canon. Et c'est en arrivant en Amérique, lors d'une banale partie de chasse, qu'il a eu le déclic. Il s'est rendu compte que la poudre fabriquée sur place était de très très mauvaise qualité. Une opportunité de marché colossale. Et à partir de là, tout va très très vite. La concrétisation de son projet est fulgurante. En l'espace de quelques années à peine, la vision de Dupont devient une réalité bien tangible. Il achète le terrain en 1802, un site parfait d'ailleurs avec un barrage déjà sur place, et hop, dès 1804, l'entreprise vendait ses premières cargaisons de poudre. Bon, la vision et le savoir-faire, c'était une chose. Mais comment est-ce qu'une petite poudrerie, partie de rien, est devenue ce géant qui a dominé tout le marché américain? Il y a plusieurs facteurs stratégiques qui ont joué un rôle absolument crucial. Alors, comment s'imposer aussi vite? Eh bien, contrairement à ses concurrents, Dupont avait 2 atouts maîtres dans sa manche. Le premier, l'accès à d'importants capitaux étrangers. Ça lui a permis d'investir massivement tout de suite. Et le second, peut-être le plus important, des liens très étroits avec le gouvernement américain. Et ça s'est traduit par des contrats très lucratifs et surtout très réguliers. L'ingéniosité de l'époque, on la voit même dans l'architecture des bâtiments. Pour gérer le risque permanent d'explosion, tout était pensé pour la sécurité. C'est assez malin. On construisait 3 murs très épais, en pierre. Et le 4e côté, celui qui faisait face au ruisseau, était beaucoup plus léger, en bois. L'idée, si ça explose, la force du souffle est dirigée vers l'eau, et ça protège les autres bâtiments et, bien sûr, les vies humaines. Une innovation absolument vitale. Et la croissance, elle a été explosive, sans mauvais jeu de mots. Les ventes ont triplé dès la toute première année. On parle de clients prestigieux, comme le gouvernement américain, bien sûr, mais aussi l'American Fur Company de John Jacob Astor. Ça a assuré une demande constante. Et puis, pendant la guerre de sécession, là, l'entreprise est devenue un fournisseur incontournable, essentiel pour l'armée de l'Union. Elle a produit des millions et des millions de barils de poudre. Mais attention, Eleutherian Mills, ce n'était pas juste une usine. C'était bien plus que ça. C'était un monde en soi, une véritable petite société. Une communauté unique, presque autonome, s'est développée tout autour des poudreries, avec sa propre hiérarchie, sa propre structure sociale. Et cette structure sociale, on pouvait la lire directement sur la carte du lieu. La géographie du site, elle reflétait parfaitement cette hiérarchie. Tout en haut de la colline, bien à l'abri, il y avait la grande maison des Dupont, le centre du pouvoir. Et puis en bas, le long du ruisseau, à portée des dangers, vivaient les ouvriers et leurs familles dans des petits hameaux aux noms assez pittoresques comme Chicken Alley ou Duck Street qui en disent long sur leur quotidien.
Et pendant ce temps, la vie de famille suivait son cours. Le père, Élie Dupont, était souvent en voyage d'affaires. Alors, qui s'occupait de l'éducation des enfants? C'était sa fille aînée, Victorine. C'est elle qui a joué le rôle de professeur pour ses 7 jeunes frères et sœurs. C'est une petite anecdote, mais elle montre bien le rôle central que les femmes ont joué, dès le début, au sein de cette dynastie. Mais bien sûr, l'ère de la poudre noire n'allait pas durer éternellement. Et l'histoire de ce lieu, elle ne s'arrête pas avec la fin de la production, loin de là. On va voir maintenant comment il s'est complètement transformé pour devenir un lieu de mémoire. Les moulins ont tourné pendant 119 ans. C'est énorme. Et puis, la technologie a évolué, la poudre sans fumée est arrivée et ça a rendu les vieilles poudreries obsolètes. Elles ont donc fermé définitivement leurs portes en 1921. Mais, et c'est là que l'histoire prend un autre tournant, en 1952, la famille Dupont a fait don de tout le terrain pour créer le musée Haglé. Une manière de préserver cette histoire incroyable pour les générations futures. Et la reconnaissance officielle, elle est arrivée en 1966. Le site a été désigné Monument historique national. Ce document, c'est ce qui grave dans le marbre l'héritage d'Eleutherian Mills comme un lieu absolument fondamental de toute l'histoire industrielle des États-Unis. Finalement, l'histoire d'Eleutherian Mills, elle nous rappelle une chose importante. Des paysages qui peuvent nous paraître ordinaires aujourd'hui peuvent cacher des récits absolument extraordinaires. Des récits de risques, d'innovation, de transformation. Et ça amène à se poser une question. Quelles autres histoires monumentales se cachent comme ça tout autour de nous, juste sous nos yeux, et qui n'attendent que d'être découvertes? Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire poignante de la Seconde Guerre mondiale, une histoire qui a été gravée dans la pierre. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en y regardant de plus près, on découvre que l'auteur de cette histoire, eh bien, ce n'est pas forcément celui qu'on imagine. Voici l'équipage du B-24, The Oklahoman. 10 jeunes hommes, sur le point de s'envoler pour ce qui sera leur toute dernière mission. Leur histoire, c'est un véritable drame. Un drame fait de courage, d'une erreur tragique et d'une survie presque miraculeuse. Mais c'est aussi un récit dont les véritables auteurs sont pour la plupart restés dans l'ombre. Alors, retournons en arrière. On est le 5 décembre 1943, une date qui va sceller à jamais le destin de ces 10 hommes. Et le déroulé de cette matinée, c'est d'une précision qui fait froid dans le dos. 7h42, décollage. 9h46, la formation quitte les côtes de l'Angleterre. Vers midi, l'ordre tombe, la mission est annulée. Mais à 12h08, c'est là que tout bascule. Alors, pourquoi annuler la mission? Tout simplement à cause de la météo. Une couverture nuageuse tellement épaisse qu'elle empêche tout bombardement sur la cible prévue, l'aérodrome de Cognac. Du coup, l'ordre est clair, on fait demi-tour, on rentre en Angleterre, avec les bombes toujours à bord. Et c'est là, à ce moment précis, qu'intervient une erreur de navigation. Une erreur qui va avoir des conséquences catastrophiques. Au lieu de prendre la bonne route pour rentrer, le bombardier de tête emmène toute la formation droit sur la ville portuaire de Saint-Nazaire. Autrement dit, l'une des zones les mieux défendues par l'artillerie antiaérienne allemande. Et là, bien sûr, ils sont accueillis par ce que les témoins de l'époque ont appelé un véritable déluge d'obus. C'est la 4e batterie du 809 Marine Flak, avec ses puissants canons de 105 mm qui ouvrent le feu. L'Oklahoman a volé droit dans un piège mortel. Imaginez la scène. On est à 12 000 pieds, un peu moins de 4 000 mètres d'altitude, et un obus frappe en plan dans la soute à bombe. L'avion explose, instantanément. Il se désintègre en 4 énormes morceaux qui tombent du ciel sur la campagne française. Pour 9 des 10 membres de l'équipage, c'est la fin. Oui, mais pas pour tout le monde. Parce que l'histoire, elle bascule maintenant sur le destin absolument incroyable du pilote de l'avion, l'unique survivant. Lui, c'est le lieutenant Harley B. Mason. Il a 23 ans. Dans l'explosion, il est littéralement éjecté de son cockpit, à moitié inconscient. Et là, miracle, son parachute s'ouvre et il descend tout doucement vers la mer. Au sol, c'est une scène incroyable qui se joue. Des civils français qui sortent tout juste de la messe du dimanche le voient tomber. L'un d'eux, un résistant du nom d'Adolphe Jarniou, n'hésite pas. Il emprunte un canoë et se jette à l'eau pour essayer de le sauver. Mais l'embarcation est bien trop fragile. Elle prend l'eau, elle coule. Et avant qu'une autre tentative soit possible, une vedette allemande arrive, capture Matson et met fin à cet effort de sauvetage héroïque. 1. Ce chiffre, c'est la terrible réalité qui attend Mason une fois qu'il est emmené à l'hôpital allemand. Sur les 10 hommes de l'équipage, il n'en reste qu'un, lui. Et là, il apprend la nouvelle. Des soldats allemands eux-mêmes. Il est le seul, l'unique survivant de son équipage. Pour lui, la guerre continue, mais comme prisonnier. Pour ses 9 camarades, l'histoire s'arrête brutalement, ici. Mais cette histoire, en fait, ne s'arrête pas là.
Au contraire, elle va être racontée, commémorée et finalement gravée dans la pierre. Et c'est intéressant de voir comment ce souvenir a été rendu permanent. Et voilà le script final. C'est une plaque commémorative installée à Saint-Brevin-les-Pins. Elle raconte en détail, en français et en anglais, tout ce qui s'est passé ce jour-là. On peut dire que c'est l'histoire officielle, la version définitive gravée pour la postérité. Bon, on a l'histoire, c'est très clair. Mais qui l'a écrite? Qui est l'auteur de ce récit? Qui est le scénariste derrière cette mémoire publique? Et pour répondre à ça, on va faire un détour par un domaine assez inattendu, le cinéma. Parce qu'une revue académique s'est posé une question qui, curieusement, est très similaire. Cette revue s'appelle « Création collective au cinéma ». Et comme son nom l'indique, elle s'intéresse à la nature souvent cachée, collaborative, de l'écriture des films. Le titre de ce numéro est particulièrement bien trouvé, c'est une question volontairement provocatrice, mais où sont donc passés les scénaristes? Et cette question, elle résonne étrangement avec notre histoire de plaque commémorative. Dans cette revue, les chercheurs parlent d'un concept fascinant, le déclassement du scénariste. L'idée, c'est quoi? C'est que le travail de la personne qui écrit l'histoire, qui crée la structure narrative, est absolument essentiel. Mais il devient souvent invisible. Son rôle est éclipsé, minimisé au profit du réalisateur ou du producteur. En gros, le scénariste devient une sorte d'auteur fantôme, dans l'ombre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'appliquer cette idée. Pas à un film, non, mais à notre mémorial. Qui sont les auteurs collectifs de cette histoire gravée dans la pierre? Parce que c'est évident, le texte sur cette stèle, il n'a pas été écrit par une seule personne. Tout comme un bon scénario de film, c'est le résultat d'une création collective. Alors qui sont-ils, ces fameux scénaristes de l'histoire de l'Oklahoman? Il y a la commune qui a financé le projet. Il y a l'association qui l'a produit, qui a tout mis en place. Puis il y a les historiens qui ont fait toutes les recherches, qui ont trouvé les faits. Et enfin, il y a les familles des témoins qui ont partagé leurs souvenirs et leurs photos. Ce sont eux, en fait, les scénaristes invisibles. C'est grâce à leur travail essentiel que cette histoire est parvenue jusqu'à nous. Au final, l'idée à retenir, c'est que peu importe le support, un film, un monument, un article de journal, chaque récit a ses auteurs invisibles. Alors la prochaine fois qu'on découvre une histoire, n'importe laquelle, ça vaut peut-être le coup de se poser la question « Qui sont les conteurs que l'on oublie de voir ?»